Entre parenthèses, l'émission parentalité d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Entre parenthèses, on a le plaisir de recevoir Léa Tourin. Bonjour Léa. Salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? Eh ben nickel, contente d'être là. Ouais, nous on est toujours contents de te retrouver pour des émissions spécialisées sur la nutrition, donc avoir tes lumières. Est-ce que tu pourrais te représenter justement pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Bien sûr, donc je m'appelle Léa Tourin, je suis diététicienne nutritionniste sur Paris dans plusieurs cabinets et j'accompagne des personnes de tout âge avec différents objectifs et différentes pathologies si jamais il y en a. Voilà. Ok, super. Alors aujourd'hui avec toi, on va aborder un thème qui est, j'ai envie de dire, un thème de santé publique. Donc on va parler d'obésité infantile. Dernièrement, j'ai regardé les réseaux sociaux et il y a quelque chose qui m'a frappée. Il y a un monsieur qui parlait, alors je sais plus trop, je saurais pas situer, je crois que c'est quelqu'un qui venait du ministère de la Santé et qui disait qu'un enfant de 8 ans aura consommé plus de sucre que ses grands-parents durant toute sa vie. Rien que ça, je trouve que c'est très révélateur. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ah, c'est impactant, hein, ouais. Mais c'est réel. En fait, maintenant, on a accès à des sucres qui n'existaient pas, hein, tout simplement, avant. Quand je vois les boules de mammouth là, qu'on a à la boulangerie, les sucettes en cœur, toutes ces choses-là, il y a vraiment un accès en fait aux confiseries, aux bonbons, aux sucres transformés qui est hyper important. Donc, ça me choque pas tant que ça. Ouais. Je pense que par là, ils entendent surtout sucre rapide de mauvaise qualité. Là où nos gros-parents avaient plutôt du pain, des fruits, des pommes de terre, des choses comme ça, des glucides complexes qui tiennent au corps. Et de temps en temps, un petit gâteau, mais fait maison. Qui n'est pas pareil. Ouais. C'est pas du tout pareil. Ouais. Donc ça me choque même pas. Ouais, c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais dans toute une vie d'un grand-parent, et ben, un enfant aura déjà dépassé son quota. Du coup, l'obésité ne cesse d'augmenter avec les années. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce qu'on mesure justement l'obésité chez les enfants ? Ouais, donc chez les enfants, on va aussi calculer donc un IMC, un indice de masse corporelle comme chez les adultes. C'est ça. Sauf qu'on ne va pas faire que ça. Donc l'IMC, donc poids sur la taille au carré, bien évidemment. Et à partir de ça, on va se référer en fait à une courbe de croissance, donc qui est dans le carnet de santé. Et si on est au-dessus du 17e percentile, donc c'est une unité de mesure, on va dire ok, bon bah là on a un surpoids, d'accord. Pour tout ce qui va être obésité, c'est plutôt le 99e. Bon, ça veut dire quoi concrètement ? Parce que 99e percentile, je pense que j'ai perdu tout le monde. Ça veut dire que en fait, votre enfant a un IMC, du coup, qui est supérieur à 99% des enfants de son âge. D'accord. Donc, c'est quand même pas mal. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, on va commencer à mettre des choses en place pour accompagner l'enfant. D'accord. Justement, tu parlais des parents. Est-ce que l'obésité infantile, elle peut être impactée justement par l'environnement familial, malheureusement, ou est-ce que des fois, ça peut être un enfant qui peut avoir aussi des problématiques qui n'ont rien à voir avec la famille ? Alors, il y a un peu des deux. Après, bien sûr, quand on est enfant, on se fait pas à manger à 2 ans, à 3 ans. Normalement, on n'est pas derrière les fourneaux. Voilà, normalement. Donc forcément, en fait, on va avoir un impact des habitudes alimentaires et également de vie des parents. C'est pas que l'alimentation, il y a aussi la sédentarité qui va rentrer en considération. Donc, on va forcément avoir un impact en fait des habitudes d'hygiène diététique des parents sur l'enfant. Donc c'est pour ça que quand on prend en charge justement un enfant pour de l'obésité ou du surpoids, on voit toute la famille en fait. On fait de l'éducation thérapeutique, donc on a besoin de parler à tout le monde. C'est ça, et du coup, quand un enfant justement se retrouve face à cette problématique, comme tu disais, c'est la famille qui entre en compte, et un enfant, il ne va pas tout seul avoir son régime alimentaire, et les parents, c'est vraiment un truc familial, donc c'est toute la famille qui est engagée dedans. C'est toute la famille qui est engagée dedans. Franchement, j'ai des exemples et des contre-exemples. J'ai des parents, par exemple, qui vont vraiment
tout mettre en œuvre pour accompagner leur enfant. Donc même eux, en fait, ils vont s'appliquer à eux-mêmes les directives que je vais donner pour pas qu'il y ait trop de tentation en fait pour l'enfant et pour pas que l'enfant se sente mal, tout simplement. Hein, quand nous, par exemple, on va dire à l'enfant, ok, bon bah là, il va falloir augmenter un petit peu les fibres, augmenter un petit peu les protéines. On va travailler sur l'équilibre alimentaire sans mettre un enfant au régime, hein, jamais de la vie. Parce que de toute façon il va grandir, donc il va s'affiner par la suite si il est en pleine croissance, mais ça peut être compliqué pour lui, par exemple si à l'inverse son frère ou sa sœur n'a pas le même métabolisme et qu'il n'a pas des soucis de poids, de se dire bah moi je suis obligé de manger de la salade alors qu'à côté de moi mon frère il mange des lasagnes. Donc il y a quand même, on demande aux parents aussi une certaine intelligence émotionnelle avec leur enfant, vraiment que l'enfant puisse se sentir en fait épaulé, accompagné, que ça devienne limite un truc assez ludique, qu'ils le fassent tous ensemble. Ça, c'est important. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis, pour pas se retrouver avec des enfants qui, plus tard, vont peut-être développer des troubles, par exemple, du comportement alimentaire. Donc, vraiment, il faut faire gaffe parce que, comme tu disais, les enfants, on va pas les mettre au régime. On va les éduquer à bien s'alimenter. Et ça passe par la famille, quoi. Ouais, totalement. Et moi, en consultation, je le vois, la plupart des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est des personnes qui ont été mises au régime très tôt. D'accord. De 6-8 ans, hein, par exemple. Enfin, je sais pas donc si vous imaginez l'impact. À 8 ans, qu'on faut venir pointer chez la nutritionniste qui donne des régimes restrictifs aux gamins. Bon, c'est pas foufou. Non, ça, c'est sûr. Et est-ce que le fait que les enfants bougent moins, maintenant, forcément, ça a un impact sur le fait de prendre du poids et de justement développer de l'obésité? Ça a un impact énorme. Hein. C'est vraiment... En fait, là, je regardais un peu les derniers chiffres de l'autorité de santé. On a donc 4% d'enfants entre 6 et 17 ans qui sont en obésité. Si on ajoute le surpoids, on passe à 17%. Ah ouais. Donc c'est pas rien. Et justement, ils expliquent bien qu'il y a un rôle important qui est joué par la sédentarité, avec maintenant les écrans, les réseaux sociaux. Les enfants ont un téléphone de plus en plus tôt. Il y a les PlayStation, machin, toutes ces petites choses-là. Donc, en fait, les enfants bougent moins. Et encore une fois, on a aussi la relation étroite avec les parents. C'est-à-dire, demain, je nais dans une famille de sportifs. Bah forcément, je vais plus facilement, mes parents vont plus facilement m'emmener à la piscine, ils vont plus facilement m'emmener courir, faire du vélo, des activités à l'extérieur. Je nais dans une famille, par exemple, qui est plutôt, je sais pas, un ingénieur informatique pour le papa, par exemple, et une maman qui a un métier également un peu plus sédentaire et qui n'ont pas de plaisir à faire forcément du sport, qui font les déplacements en voiture parce que elles habitent en campagne et que voilà, on peut pas se rendre au travail autrement. Bah, il y a un impact aussi sur notre mode de vie. Donc c'est ça, est-ce que on a une vie où plutôt voilà, on se déplace à pied avec les parents, on fait des activités à l'extérieur, ou est-ce qu'on fait tout en voiture et les activités sont des activités qui sont plutôt liées à du digital. Voilà, c'est aussi tout ça qui va être important à prendre en considération, et c'est pas parce que les parents ne font pas de sport qu'ils peuvent pas pousser leurs enfants à en faire et les inscrire à des activités extrascolaires. Oui, bien sûr. Donc, il y a aussi, comme tu disais, le fait de bouger, enfin le fait de manger correctement et de bouger. Donc, tout ça, ça favorise ou pas le développement de l'obésité chez les enfants. Et pour toi, quel est l'impact de la publicité auprès des enfants, justement, par rapport à ce sujet-là ? Ah bah sur les sucreries, les bonbons, bah forcément. Voilà, si on s'imagine par exemple un paquet d'Haribo, c'est joli, il y a plein coloré. de couleurs, c'est des petits nounours qui dansent. Forcément, il y a un réel impact, mais pas que sur les enfants. Hein. Oui, surtout sur tout le monde. On est tous impactés par les publicités. On en a partout autour de nous. On a des pubs sur YouTube, on a des pubs sur toutes les plateformes, donc forcément on a impacté. Et en plus de ça, voilà, bon bah un bonbon, c'est un goût qui est quand même sympathique, hein, on va pas se mentir. Même nous en tant qu'adultes, quand on croque dans un bonbon, on ressent un certain plaisir. Donc c'est compliqué de, en tout cas, dire à un enfant, bah voilà, là il faut faire attention aux bonbons parce que c'est très sucré, alors que bah lui il voit ça de ses yeux d'enfant, ça a bon goût et c'est joli. Ouais, c'est ça.
Donc forcément, un enfant qui regarde la télé, donc des pubs, il sera plus à même de vouloir manger des bonbons avec plein de couleurs et des petits personnages qui donnent envie plutôt que des légumes et des fruits ou des choses un peu moins attrayantes, on va dire. C'est ça. Après, il peut être aussi influencé par des pubs qui prônent une alimentation saine. Et on a un peu de tout maintenant dans les publicités. Après, je pense qu'on sait très bien laquelle il va retenir davantage. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai. Et est-ce que tu penses, toi, en tant que professionnel de la santé, qu'on a raté quelque chose au niveau de l'éducation alimentaire pour les enfants à l'école ? Totalement. Fut un temps, je faisais des ateliers de nutrition pour une association. D'accord. Qui s'appelle Louise Rosier, d'ailleurs. Et je faisais des ateliers dans les quartiers défavorisés, dans les écoles, où on avait un atelier cuisine, un atelier justement plutôt sur de la sensibilisation, et on avait des petits jeux, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, je me rappelle de quelque chose qui m'a choquée. Je demande à un enfant, donc on faisait un petit jeu sur les fruits et légumes de saison, et je lui demande à quoi ressemble une tomate, et le petit me répond qu'une tomate ressemble à une rondelle parce qu'il la voyait seulement dans les burgers en rondelle. Ouais. Et donc je me souviens à ce moment-là, je me dis waouh. Je me dis quand même c'est impressionnant en fait. Alors qu'à l'inverse, j'en avais un par exemple dans le même petit groupe d'élèves qui connaissait toutes les espèces différentes de poissons, qui était hyper informé parce que le père était passionné par la pêche. Donc c'est aussi ça, on transmet en fait à son enfant ce qu'on a à lui transmettre aussi. Hein. Donc si nous-mêmes on n'a pas été éduqués, en fait sur l'alimentation c'est délicat de transmettre des bonnes pratiques d'hygiène diététique. Donc c'est pour ça autant éduquer les parents de demain en proposant des sensibilisations à la nutrition, des ateliers, des expositions aussi. Une exposition, je sais pas, la Cité des Sciences par exemple, ça pourrait être important quoi, sur l'alimentation. Des cours aussi, on mange quand même 3 fois par jour. Je trouve ça fou. On a des cours de maths, on a des cours de sciences et vie de la Terre, on a des cours de tout, mais on n'a pas des cours de nutrition. Je trouve ça fou. Non, mais c'est vrai que c'est quand même important d'apprendre à s'alimenter parce que c'est vrai que le corps qu'on a, c'est notre véhicule pour toute la vie. Donc si on ne sait même pas comment le nourrir correctement, c'est problématique. Totalement. Et puis en plus, il y a beaucoup de risques après par la suite de développer des maladies. Ça peut être diabète, cholestérol, hypertension, mais également de l'incapacité respiratoire, toutes ces choses-là. Hein. Oui, c'est ça. Et puis comme tu le disais précédemment, les enfants, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas certains fruits et légumes. Et moi aussi, une fois, j'ai eu cette expérience-là avec un enfant qui m'avait dit qu'il pensait que les frites... ça poussait dans la terre déjà en frites. C'est pas une pomme de terre. Quoi. C'était mignon, mais voilà. Un arbre à frites, juste ici. Voilà. Un arbre à frites. Et c'est vrai que je crois que maintenant, les enfants, ils connaissent pas... pas tous, bien sûr. Mais c'est vrai que à l'école, on pourrait faire venir... des nutritionnistes, des diététiciennes, et même à l'époque, il fut un temps, il y avait des cours de cuisine. Donc je pense que les enfants, s'ils apprennent aussi à cuisiner, à s'intéresser, je pense que ça peut les aider aussi. Ah non, totalement. Hein. Moi, je recommande justement, quand on prend en charge des enfants, donc en situation de surpoids ou d'obésité, je vais recommander aux parents de cuisiner avec leurs enfants, de les faire participer justement pour qu'ils puissent comprendre, prendre plaisir. Et forcément, on a toujours envie de goûter quelque chose qu'on a fait soi-même. L'enfant, il va être plus dans une démarche, je l'ai fait, j'ai passé du temps à le faire, ça mérite que je goûte, quoi. C'est ça. Donc, ça peut être sympa, et puis trouver des formes intéressantes, justement, si l'enfant n'aime pas le légume sous sa forme brute, trouver une manière... ou une association ou autre chose pour réussir à le faire consommer, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, apporter du ludique, du jeu pour les enfants, pour leur donner envie de consommer des choses bonnes pour leur santé. Ouais. Et puis les enfants, ils aiment bien en plus cuisiner. En général, quand tu les mets pour faire que ce soit un gâteau ou même un plat, les enfants, ils adorent ça. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut essayer de... Ça peut être super. En fait, même j'avais proposé à une maman de faire avec sa fille, par exemple, tous les week-ends, un repas un peu d'ailleurs. Donc, trouver, par exemple, cette semaine, ça va être plutôt l'Asie,
La semaine d'après, on va être plutôt sur une vibe afro. Après, on peut passer sur un plat qui peut être grec. Enfin voilà, vraiment tester en fait un peu des goûts d'ailleurs pour justement déjà découvrir avec l'enfant, c'est sympa, et cuisiner peut-être des légumes que l'enfant n'a pas l'habitude de voir en fait. Oui, c'est ça, il y a vraiment un truc éducatif et une vraie ouverture pour les enfants, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à manger, enfin à découvrir, des épices, comme tu disais, tout dépend d'où viennent les aliments, donc je pense que ça peut même devenir un jeu et même plaire aux enfants. C'est ça, exactement. Est-ce que tu pourrais nous dire quels aliments justement les parents pourraient privilégier pour les enfants pour éviter justement cette problématique d'obésité? Ouais, donc sur les goûters, par exemple, oui, surtout, généralement on a des goûters qui sont seulement du sucre. D'accord, donc, et même quand je vois dans certaines écoles où ils proposent le goûter aux enfants, c'est que du sucre, parce qu'ils savent très bien que les enfants, forcément, ils vont aimer, donc ils vont le consommer, il va pas y avoir de gâchis. Donc, on peut mettre un petit plaisir sucré à son enfant, hein, d'accord, on n'est pas alarmé non plus, faut pas aller le frustrer, puis au final, il va partir le chercher soi-même. Donc, juste essayer d'intégrer avec, par exemple, une petite barre de chocolat noir ou un petit cookie, peut-être un petit fromage blanc à côté, une petite source de protéines. Pourquoi pas aussi aller sur, au lieu que ce soit du pain blanc, peut-être un pain aux céréales ou un pain un peu plus complet, ça peut être intéressant. Faire attention aux jus de fruits aussi, surtout. Les boissons gazeuses aussi. Et surtout les jus de fruits, parce qu'en fait, souvent les personnes ne se doutent pas. C'est du sucre. Elles se disent, c'est bien, mon enfant il fait le plein de vitamines. Ouais, il fait le plein de sucre aussi. Donc, soit on presse le petit jus d'orange pour son enfant, soit on fait attention sur l'étiquette. Voilà, on choisit vraiment quelque chose qui est un pur jus, et on n'est pas censé laisser son enfant se resservir 4-5 verres. Oui, voilà. On lui met un petit verre, ça lui fait plaisir. À la rigueur, on peut troquer le verre de jus industriel contre un vrai fruit frais. Ce sera davantage bénéfique, en tout cas, voilà, si on essaye d'aller vers un poids de forme un peu plus correct avec l'enfant. Donc, non, il y a des choses à mettre en place. Après, tout ce qui va être produit transformé, déjà prêt à manger, de mauvaise qualité, à éviter. Maintenant, on a des moyens assez simples de se faire à manger de manière facile et rapide. Donc, ne pas avoir que pâtes, riz, pommes de terre, lui faire découvrir un peu les lentilles, pourquoi pas les pois chiches, la patate douce, on en parlait. Vraiment réussir en fait à développer la variété et la diversité alimentaire avec l'enfant, quoi. C'est ça, donc avoir de belles assiettes colorées. C'est ça. Et privilégier les aliments bruts, comme tu disais. Privilégier par exemple une orange plutôt qu'un jus d'orange pour les fibres et tout ça, pour vraiment avoir l'aliment brut et pour que l'enfant apprenne à développer son éducation par rapport à ça. Et que l'enfant soit pas habitué à ce que le petit déjeuner par exemple soit forcément sucré. On peut varier. Bien sûr. On peut lui dire ok, si t'as un petit déjeuner salé, ta collation elle sera sucrée et vice versa. Par contre, si le matin tu veux prendre du sucré, la collation, on peut faire quelque chose de salé. Un petit bout de pain complet avec un bout de fromage, c'est très bien aussi. Donc vraiment, ne pas être figé sur un seul modèle, ça, il n'y a pas de problème. Faut vraiment essayer de varier au maximum avec l'enfant et lui expliquer, et surtout, ne pas lui imposer des choses. Mais juste lui demander d'appliquer bêtement. Ça, c'est la pire des choses à faire avec son enfant. C'est ça, et sachant que les enfants agissent beaucoup par mimétisme. Donc, s'ils voient les parents faire autre chose et on ne peut pas prôner ce qu'on ne fait pas, quoi. Exactement. C'est ça. Et est-ce que tu penses qu'il y a un grand intérêt pour les enfants qui ont des problèmes liés au poids d'aller voir une nutritionniste, de se faire accompagner? Oui. Totalement. Après, en tant que parent, bien vérifier que la nutritionniste en question n'a pas une approche trop restrictive. Demander aussi, poser la question à son enfant après les consultations. Est-ce que ça te met mal à l'aise de parler de ton alimentation? Est-ce que ça te met mal à l'aise d'aller là-bas? Est-ce que tu vois ça comme une punition? Si oui, pourquoi? Comment on pourrait faire évoluer ça? Vraiment parler en fait avec son enfant et voir aussi si le professionnel de santé en face il a une approche qui est bienveillante, parce que c'est comme dans tout corps de métier, il y en a des bons, des moins bons. Bien sûr. On n'est pas à l'abri de faire aussi une erreur de prise en charge, voilà, on reste humain, mais c'est important quand même, ne restez pas figé si vous rencontrez une personne qui a une approche trop restrictive pour votre enfant et vous sentez que c'est pas l'idéal, allez voir quelqu'un d'autre, comme par exemple on pourrait le faire avec une psychologue avec qui ça passe pas, on tente, on va voir quelqu'un d'autre. Bien sûr. Aller recueillir plusieurs, en tout cas, conseils. Voilà, donc vraiment communiquer avec son enfant
Et aussi, je pense que par rapport au nutritionniste, avoir une approche où l'enfant doit être à son écoute aussi, dans ses sensations, parce que c'est vrai que les sensations, les enfants, des fois, peuvent peut-être les perdre s'ils font autre chose. Par exemple, ils mangent devant la télé ou devant un écran, ils sont moins à même d'être à l'écoute de leurs sensations. Ouais, c'est ça, ils mangent pas en pleine conscience, ils sont déconcentrés, on se rend pas compte de la quantité, en fin de compte, qu'on a consommé. Donc non, il y a plusieurs petits tips, justement, qu'on met en place avec les parents pour que l'enfant se sente écouté, accompagnés, qui se sentent pas frustrés et qui se sentent pas punis. Ça, c'est le plus important. Oui, c'est ça. Pour pas justement développer après des peurs de manger ou des problématiques pour plus tard. Ouais, ou même se cacher en fait c'est pour vrai. aller manger, avoir honte, de la culpabilité ou vraiment par la suite développer des TCA. Voilà, c'est ça. Donc voilà, nous avons les clés pour essayer d'aider justement les enfants qui ont des problématiques. Donc que les parents soient à l'écoute, qu'ils les accompagnent, qu'ils aillent voir des professionnels comme toi et justement être dans l'éducation et dans la diversité. Il y a des parcours de soins aussi pour l'obésité infantile. Voilà. D'accord. N'hésitez pas à vous renseigner au niveau de la Haute Autorité de santé. C'est ça. Ok, super. Merci beaucoup Léa pour tous tes conseils. On peut te retrouver sur ton podcast L'alimentation sans filtre. Oui. On peut te retrouver aussi sur Insta. Ouais. Et sur Doctolib aussi. Doctolib, TikTok. Voilà, YouTube. Léa Tourin est partout. On est partout. C'est ça. Merci encore pour tous tes conseils. Merci à la régie pour l'émission. Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur Hugop Radio, la radio du 12. Entre parenthèses, l'émission Parentalité d'Hugop Radio.